L'entrepreneuriat, au début, quand moi je me suis lancé, ça me paraissait une montagne. La manière de l'aborder, c'est d'y aller étape par étape. Il faut juste écrire tout ce qu'on doit faire une roadmap et se dire ok, je vais faire ça, puis ça. Et à la fin, ce qui paraissait complètement insurmontable, paraît finalement tout à fait faisable une fois qu'on l'a fait. J'estime aujourd'hui être un bien meilleur entrepreneur qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais un consultant, je connaissais rien au marketing, je connaissais rien au recrutement, je n'avais jamais dirigé d'organisation et je n'avais jamais scalé d'organisation non plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup échangé avec des différents CEO en France. J'ai beaucoup lu, on s'est beaucoup fait conseiller. On a beaucoup appris aussi avec les personnes qu'on a recrutées qui viennent d'autres boîtes généralement, nécessairement, et qui donc peuvent aussi beaucoup nous apprendre. Et donc avec ce mix-là, je pense qu'on arrive à construire des organisations qui sont bien meilleures. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Philippe de la Chevannerie, cofondateur de Papernest. Philippe partage avec nous sa formidable aventure entrepreneuriale et comment ils ont su gérer l'hypercroissance de Papernest et le passage de 2 à 240 employés en 3 ans. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Philippe a réussi à gérer sa trésorerie pendant cette période critique. Pourquoi Philippe et son associé ont refusé une place dans le prestigieux Y Combinator. La levée de fonds et comment ils gèrent la relation avec leurs nouveaux associés. Comment nouer des partenariats avec des grands groupes quand on est une petite start-up. Comment rester agile avec de l'hypercroissance. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/23, le chiffre 23. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 23. Like a boss, Philippe. Like a boss. Philippe, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Tout à fait. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Philippe de la Chevannerie, cofondateur de Papernest. Papernest simplifie votre parcours administratif lorsque vous déménagez. Il s'occupe de déménager tous vos contrats, énergie, internet, assurance et courrier gratuitement et facilement. Philippe, avant de parler de Papernest, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet que tu as fait ? Alors le tout premier projet que j'ai fait, ça devait être un peu significatif, ça devait être en école. J'avais pris la tête d'une association étudiante, la Sidewalk, où on organisait la Coupe du Monde de voile étudiante. Donc c'est ça mon tout premier projet. Et donc c'était très intéressant, on a organisé une Coupe du Monde, on a fait venir des équipages d'une 20aine de pays, du Japon, de Chine, des États-Unis. C'était pas mal de boulot, il a fallu fundraiser pour obtenir des sponsors, il a fallu convaincre des équipages de venir des 4 coins du monde. Et ça a été vraiment une super expérience avec à la fois une belle réalisation nautique à la fin et puis surtout ça m'a un petit peu appris les débuts du management, notamment avec les étudiants qui sont une population assez particulière et donc je pense que c'est ça le premier projet vraiment significatif que j'ai mené. D'accord. Philippe, tu as fait des études prestigieuses qui te destinaient plutôt à une carrière dans une banque ou dans un grand groupe, mais tu as fait le choix de travailler moins de 2 ans dans un cabinet de conseil et puis rapidement de te tourner vers l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Alors, j'ai fait effectivement du conseil en stratégie et j'ai aussi fait de la banque d'affaires pendant un peu moins de 2 ans, qui sont des expériences que moi j'ai beaucoup appréciées. Après, sans savoir réellement pourquoi, j'ai toujours eu au fond de moi envie de devenir entrepreneur. Et ça a été depuis le lycée, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire in fine. J'étais toujours à la recherche d'idées, à la recherche de projets, d'aventures dans lesquelles me lancer. Et donc, même en rentrant en conseil, je savais que j'allais faire ça assez rapidement. Pourquoi j'ai voulu devenir entrepreneur ? Je sais pas vraiment, je sais pas si quiconque peut l'expliquer, mais c'est toujours le côté de pouvoir créer quelque chose, rassembler des gens, pouvoir lancer un projet, le fait de pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et puis voir vraiment une organisation émerger, croître, ça m'a toujours énormément intéressé, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. D'accord. Alors, du coup, on arrive sur l'entrepreneuriat. Comment tu as eu l'idée de Papernest et comment s'est passé le démarrage ? Alors, l'idée de Papernest, je l'ai eu assez simplement et d'ailleurs, je pense ne pas être les seuls à l'avoir eu. C'était lors d'un déménagement. J'avais déménagé, c'était mon premier déménagement. J'avais pris un appartement que j'avais eu beaucoup de mal à trouver, comme tous les étudiants. J'avais pas pris assurance habitation, j'avais été pas occupé d'électricité et évidemment, à l'époque, je comptais même pas m'occuper de la box. Et donc, j'ai failli me faire mettre dehors parce que j'ai pas pu produire l'attestation d'assurance auprès de mon propriétaire. Et je me suis fait couper l'électricité parce que j'avais pas souscrit l'électricité. Et donc, voilà, je travaillais énormément à l'époque, donc je pouvais pas appeler les call centers des différents fournisseurs d'énergie ou d'assurance sur mes horaires de travail et donc j'arrivais pas à le faire en ligne, donc j'ai mis plusieurs semaines avant d'arriver à fournir les pièces nécessaires et donc ça a été un peu traumatisant et je me suis dit et si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait le faire pour moi et c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée de Papernest et ça a fait un petit peu fait son chemin et j'ai décidé de me lancer en 2015 sur l'île. D'accord, donc à ce moment-là tu étais au cabinet de conseil et tu as eu l'idée et tu t'es dit allez j'y vais quoi. Alors ça a été un petit peu plus long, j'ai eu l'idée, je cherchais plein d'idées
c'était pas du tout ma première idée de start-up. J'avais déjà eu 2-3 idées de start-up avant, j'avais pas concrétisé. Alors je commençais à me dire qu'il y a un moment il fallait quand même que je commence à me lancer et pas juste avoir des idées et en parler autour de moi, mais c'était bien de me lancer. Donc j'ai commencé à faire ça, une fois que j'ai eu cette idée-là, j'ai trouvé qu'elle était pas mal. C'était pas la seule idée que j'ai eue d'ailleurs. Enfin, je me rappelle très bien de la journée où j'ai eu l'idée. J'en ai eu 2 ou 3 et j'ai commencé à travailler sur les 3. Celle-ci a quand même émergé assez rapidement comme étant une bonne idée, a priori, et j'ai commencé à aller voir, j'ai discuté avec pas mal de gens, des fournisseurs, des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça avait déjà été testé, que ça avait pas marché, mais ils n'arrivaient jamais vraiment à me dire pourquoi. Et ensuite, je suis allé voir des fournisseurs qui eux m'ont dit que ils étaient prêts entre guillemets à acheter des clients. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un business model, qu'il y avait une vraie demande. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher un associé parce que j'ai très vite senti que c'était impossible de se lancer entrepreneuriat tout seul. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui le font et je respecte beaucoup, mais je trouve ça extrêmement dur de faire ça tout seul. Moi, j'ai vraiment senti le besoin très rapidement de m'associer avec quelqu'un. J'avais parmi mes amis avec quelqu'un dont je savais qu'il appréciait l'entrepreneuriat et qui cherchait aussi à lancer une boîte. Donc, je me suis mis en rapport avec lui. Il était extrêmement complémentaire par rapport à ce que moi je savais faire. Et donc, on s'est très vite très bien entendu. On a commencé à travailler ensemble et on a testé l'idée avant de la lancer. Donc, avant de démissionner, on était tous dans des cabinets de conseil, on avait tous des bons jobs qu'on appréciait beaucoup, mais on voulait tous devenir entrepreneurs, mais on voulait quand même pas se lancer non plus dans le vide totalement. Donc, on a testé l'idée, c'est-à-dire qu'on a mis mon appartement à louer sur Le Bon Coin pour faire des visites à plein de gens. Alors, l'appartement n'était pas du tout à louer malheureusement, mais les gens qui ont visité l'appartement ont, sans le savoir malgré eux, participé à l'émergence de Paper.Nest. Et on leur a demandé si l'idée les intéressait et si concrètement ils étaient prêts à faire en sorte qu'on s'occupe de leur contrat. Et donc, avant même d'avoir lancé la boîte, avant même d'avoir lancé le premier site, on avait déjà nos premiers clients, on avait déjà vu que les gens étaient prêts à ce qu'on s'occupe de leur démarche administrative pour eux. Et donc, on a lancé la boîte comme ça, en ayant fait ce test qui a été couronné de succès et en ayant 3 partenaires qui avaient signé des lettres d'intention. Une fois qu'on a eu ces choses-là, les 2 seuils qu'on s'était fixés pour pouvoir se lancer, on a donné nos démissions et on s'est lancé en mars 2015 et on a ouvert le site en avril 2015. D'accord, donc en un mois, vous avez ouvert le site. Exactement, parce qu'on a quand même pas mal travaillé. L'idée, je l'ai eu en septembre 2014, donc c'est un petit peu fait son bonhomme de chemin. On avait commencé à prendre pas mal de contacts par-ci par-là et on travaillait parallèlement le week-end, le soir sur l'idée. Donc en fait, on était assez avancé. Le jour où on a démissionné, entre guillemets, le lendemain, on était déjà en train de travailler à 100% sur le projet. On savait exactement ce qu'on devait faire et on a ouvert très très rapidement parce qu'on avait déjà beaucoup préparé le projet en amont. D'accord. Et dès le départ, vous avez levé des fonds ? Non, pas du tout. Enfin, mon associé et moi, on a mis 25 000 € en tout à tous les deux. C'était toutes nos économies à l'époque. Donc, on a mis sur Paper.Nest. Ensuite, la banque nous a fait une allonge de 25 000 €. On a eu 25 000 € de la BPI sous la forme de l'AIMA. Donc déjà, ça permettait de voir un petit peu. Alors, on a eu un peu une traversée du désert pendant les 3 premiers mois qui ont été très durs. On n'arrivait pas trop à faire de clients. Mais au bout de ces 3 mois, après avoir testé plein de canaux d'acquisition, avoir testé plein de discours, de manière de présenter Paper.Nest, on a commencé vraiment à avoir le déclic. Et là, ça a décollé très rapidement. Et donc, on a pu autofinancer la croissance de la boîte pendant pas mal de temps. On avait fait une levée de fonds en octobre 2017. Et entre-temps, on a fait passer la boîte de 2 associés dans un salon à 40-50 personnes jusqu'à octobre 2017 en étant 100% autofinancé. Alors, ça a été très dur, mais ça a été quelque chose qui nous a beaucoup appris et on a levé des fonds uniquement en octobre 2017. D'accord. Alors, si je reviens sur le déclic, qu'est-ce qui a été vraiment le déclic qui a fait que vous avez décollé ? Alors, le déclic, ça a été un déclic à la fois au niveau du discours et à la fois au niveau des canaux d'acquisition. On avait fait énormément de tests, on avait testé du Facebook, du mail, de l'AdWords, de la distribution en direct, du bouche-oreille, etc. On avait testé énormément de choses et le déclic, il y a un jour où, entre guillemets, on commençait à être un peu désespéré qu'on n'arrive pas à faire de clients. Et un jour, on a vu que les tests qu'on menait se sont bien alignés. Donc, c'est au bout d'énormément de travail, au bout d'énormément de tests. Et donc, voilà, donc le premier canal, c'était un canal d'acquisition assez classique via AdWords. On a réussi à targeter les clients au bon moment, leur servir le bon discours pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils aient envie de recourir à nos services. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à décoller. D'accord, ok. Donc, beaucoup de tests, quoi. Exactement. Philippe, tu as parlé un peu d'hypercroissance et avant la levée de fonds, ça a été un peu une période speed et difficile, je suppose. Alors ouais, avant ou après la levée de fonds, d'ailleurs, c'est toujours le cas. On est toujours en très forte croissance. Donc ouais, donc c'est toujours le cas actuellement. On est toujours en très forte croissance et ça va continuer dans les années à venir. Donc ça se ralentit pas, mais effectivement, c'est une période assez speed. Ouais. Comment on gère ça ? Entre guillemets, on apprend en marchant. Au début, on a plein de choses à réaliser, donc on a des objectifs assez précis. Il faut mettre en place le service client, il faut mettre en place l'acquisition, etc. Donc ça, on le fait. En le faisant au fur et à mesure, on génère des ressources. Ça permet de recruter, de commencer à recruter des personnes, pouvoir se consacrer à d'autres canaux. Donc nous, notre philosophie, ça a toujours été de créer nous-mêmes, mon associé et moi, les différents métiers qu'on a commencé chez Paper.Nest, donc l'acquisition, le traitement des clients, la data, etc.
On a tout appris, on a tout fait nous-mêmes au tout début. Et dès qu'on avait réussi à apprendre et à craquer un petit peu le problème, on recrutait très rapidement quelqu'un dont c'était le métier, qui pouvait prendre le relais et faire les choses bien mieux que ce que nous, on arrivait à faire. Donc, la première période d'apprentissage est très importante, à la fois pour savoir qui recruter et pour commencer à faire les tests et pour avancer vite. Et ensuite, la deuxième phase très importante, c'est de recruter les bonnes personnes. Et donc ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu frustrant parce que recruter quelqu'un, notamment quand on n'est pas connu, quand on n'a pas beaucoup de fonds au début, on voit beaucoup de gens, très peu de gens correspondent aux attentes que nous on a. Et donc il faut sélectionner et il faut aussi animer les personnes qui vont nous rejoindre. Et donc c'est très important de leur faire comprendre la vision, la culture et s'assurer qu'ils sont à 100% alignés avec à la fois la manière dont on fait les choses et l'objectif. Et donc ça, c'est clé parce qu'une fois qu'on a recruté ces bonnes personnes-là, ces personnes-là peuvent commencer à constituer leurs équipes et prendre le relais sur plein de sujets et faire en sorte que la croissance s'auto-entretienne. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est recruter les bonnes personnes au bon moment. Et tu as parlé d'une levée de fonds qui est arrivée en 2017. Avant cette levée de fonds, comment on gère ces fonds, cette réseau? Alors ça a été très dur parce que on n'avait pas d'argent. Donc on avait fait des prévisions de cash jour par jour parce qu'on savait quel jour du mois qu'on devait sortir telle et telle somme à tel moment. Et donc en fonction de nos prévisions, on modulait la croissance, on a ralenti notre croissance pour être sûr de pouvoir l'absorber. Voilà. Et après, l'autre versant, c'est arrivé à essayer de se financer auprès d'acteurs et d'intermédiaires. Donc mon associé et moi, on a remis de l'argent en compte courant d'associé quand on n'arrivait vraiment plus. On a remis quelques dizaines, 10 000 euros je crois en tout, pour arriver à éponger entre guillemets le cash qui était consommé par la croissance. On a réussi à convaincre des banques de nous faire un prêt, puis la BPI, on a eu quelques subventions. Et donc de fil en aiguille, et en faisant très attention aux dépenses, en négociant beaucoup les outils, en étant très frugal, on est arrivé à continuer à croître, ajouter de plus en plus de personnes dans l'équipe et arriver jusqu'à être 40, soit 50 chez Pepernest avant la levée de fonds. On arrive à dormir pendant cette période-là? Alors il y a quelques moments un peu stressants, effectivement, les problèmes de cash quand il y a très peu d'argent sur le compte et que on a déjà demandé des rallonges un peu partout et qu'on sait plus trop comment faire pour littéralement payer ce qu'on doit payer. Ouais, c'est des périodes un peu stressantes. Après, si on essaye de prévoir au maximum, on évite entre guillemets un maximum de surprises et en s'y prenant longtemps à l'avance, on arrive à convaincre des banques ou d'autres personnes de prêter, d'avancer des factures, ce genre de choses. Et donc la clé là-dedans, c'est vraiment de prévoir longtemps à l'avance parce que c'est pas en se réveillant avec un trou de 10 000 euros à payer, ce qui aujourd'hui est pas beaucoup, mais à l'époque c'était énorme pour nous. Eh bien, il faut l'avoir prévu longtemps à l'avance pour pouvoir convaincre quelqu'un de prêter de l'argent, de faire un bridge, un raccord, pour pouvoir justement passer cette étape-là. D'accord. Quel est le modèle économique de Pepernest, Philippe? Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Pepernest. Pepernest, nous, notre modèle, donc, c'est d'aider les gens qui déménagent. On s'occupe de toutes leurs démarches administratives. L'électricité, le gaz, l'assurance habitation, la box internet, la redirection de courrier, on s'occupe de leur mettre l'eau, etc. Le déménagement, il y a énormément de choses à faire lorsqu'on déménage. Nous, on le fait de manière 100% gratuite. On va s'occuper de toutes les démarches, on centralise tout. La personne nous contacte, soit sur le web, soit par téléphone. On va prendre ces informations, lui proposer les contrats avec lesquels elle est éligible. La personne va choisir les contrats qui lui conviennent le mieux. On lui conseille aussi quelques contrats en fonction de ses demandes et on va s'occuper de l'intégralité des démarches et on fait aussi le suivi. C'est 100% gratuit. Et alors comment est-ce qu'on fait pour être gratuit? C'est assez simple en fait. On touche des commissions à chaque fois qu'on apporte un contrat à un fournisseur ou à chaque fois qu'on transfère un contrat à un fournisseur. Le fournisseur sait que le moment du déménagement, c'est un moment d'attrition très fort de ses clients parce que les gens profitent souvent pour changer de contrat et donc les fournisseurs veulent acquérir des contrats et donc on leur vend ces contrats à ce que le client a pris assez rapidement. Et les fournisseurs aussi, comme on a une très bonne expérience client, nous on a un NPS aux alentours de 50-60, eh bien, les fournisseurs sont prêts aussi à nous payer pour fournir une bonne expérience à leurs clients parce que leurs clients n'auraient pas forcément une bonne expérience en s'adressant directement à eux. Parce que si le fournisseur prend le client en direct, le client va aller devoir voir le fournisseur, faire le suivi sur son contrat, mais aussi aller devoir voir un fournisseur de box, un fournisseur d'assurance, un fournisseur d'énergie, de déménagement, etc. Et donc pour le client, c'est une vraie cause de stress. Le déménagement, c'est très étrange, mais c'est vrai. C'est la troisième cause de stress après le décès et le divorce. Et donc, c'est une période extrêmement stressante. Donc les fournisseurs sont prêts à payer pour justement rendre la vie de leurs clients un peu plus simple. D'accord. Ok. Et du coup, la levée de fonds, comment ça s'est passé? Alors, la levée de fonds, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'on a été pris au Y Combinator. On avait postulé, comme ça, entre guillemets, pour voir. Si je te vois à Paris, c'est que tu n'y es pas allé. C'est qu'on n'y est pas, exactement. Donc, on avait postulé, donc on a été sélectionné, on est allé à San Francisco, on a pitché et on a été accepté. À partir de là, nous, on s'est dit, alors, certes, c'est une super opportunité, mais de l'autre côté, on est en train de croître très vite en France et c'est très compliqué de diriger une boîte de San Francisco alors que tous les effectifs sont à Paris. Donc, on a beaucoup hésité, on a demandé conseil à beaucoup de fonds. Donc ça, c'était là, avant la levée. Hein. Exactement. Ça, c'était donc 6-7 mois avant. On a demandé conseil à beaucoup de fonds qui nous ont dit, oui, n'y allez pas, c'est pas une bonne idée, mais par contre, vous avez un super business, ça marche du tonnerre, on peut vous aider à accélérer, lever des fonds. Et donc, voilà. Donc, on a mis 2 mois un peu avant de se décider. Au bout de 2 mois, on s'est dit, non, finalement, on n'y va pas. Et là, on a décidé, dans ce cas, de se lancer dans une levée de fonds. Alors, pourquoi vous y êtes pas allé? Alors, le Y Combinator, c'était une décision très difficile. On a beaucoup hésité. Donc, on n'y est pas allé parce que, on pensait
que c'était plus important de se consacrer à la croissance à Paris, en France, que d'aller, entre guillemets, itérer un petit peu sur le business model aux États-Unis. Alors qu'on avait déjà un business model assez éprouvé. Par ailleurs, Y Combinator, c'est extrêmement intéressant pour des entreprises qui étaient plus early stage que nous, c'est-à-dire des entreprises qui sont au tout début, qui veulent un peu itérer. Nous, on avait un business model qui était prouvé, on avait des economics, on arrivait à se financer. On n'avait pas trop intérêt à, entre guillemets, itérer là-bas. On pensait que c'était trop tôt pour les développer aux États-Unis. On aurait pu le faire, mais on pensait que c'était plus intelligent de rester en France et de croître en France. Et enfin, Y Combinator, c'est vraiment un super tremplin, notamment pour une entreprise B2B qui s'adresse à les startups. Parce qu'entre guillemets, elles vont trouver énormément Y Combinator, c'est très observé par les startups, par les fonds. Et donc, si les clients sont parmi les startups, c'est une super pub pour les startups qui en font partie. Nous, c'est différent. On est vraiment B2C. On s'adresse à tous les gens, partout en France. Nos clients, ils ont de 18 jusqu'à 107 ans. C'est des citadins, des ruraux, il y a vraiment de tout. Et donc, c'était un peu moins pertinent, justement, de profiter de l'effet un petit peu de paillettes de Y Combinator. Donc voilà. Y Combinator, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux, on apprend énormément de choses, mais on a préféré se focaliser en France, faire une levée de fonds pour accélérer. Et aujourd'hui, entre guillemets, je peux pas savoir ce qui serait passé si on était allé au Y Combinator, mais en tout cas, je sais qu'en n'y étant pas allé, en étant resté à Paris, ça s'est quand même très bien passé et on a explosé en termes de croissance. D'accord. Du coup, après cette décision-là, vous avez décidé d'aller sur une levée de fonds. Pourquoi avoir choisi la voie de la levée de fonds et comment ça s'est passé? Oui. Alors, pourquoi avoir choisi la voie de la levée de fonds? On aurait pu continuer à se développer tel qu'on le faisait. C'est pas un besoin de cash qui nous a poussé à le faire. En revanche, on a quand même vu que la levée de fonds, ça nous a permis, d'accélérer nettement notre croissance parce qu'on disposait de fonds et qu'on pouvait justement déployer plus rapidement. Et deux, ça nous a permis de profiter un petit peu, de beaucoup mieux structurer notre boîte, profiter d'un réseau beaucoup plus avancé et d'être mis en relation avec beaucoup d'investisseurs de très grande qualité qui nous aident aujourd'hui énormément à la fin de notre stratégie, de nos recrutements, la manière dont on structure la boîte et justement de connaître un petit peu l'écosystème. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lever des fonds et aujourd'hui on est très content de l'avoir fait parce qu'on bénéficie d'un accompagnement d'excellente qualité. Les fonds qui nous accompagnent nous aident énormément et par ailleurs, on a aussi toutes les ressources financières qui nous permettent d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite que si on avait dû continuer l'autofinancement. Et du coup, est-ce que ça change quelque chose dans votre gestion de l'entreprise? Quand on lève des fonds, est-ce qu'on n'est plus... c'est difficile de faire tout ce qu'on veut ou est-ce que ça change pas forcément? Non, très sincèrement, non. Lors de la levée de fonds ou avant une levée de fonds, justement, on a très peur de perdre le contrôle, de se voir imposer beaucoup de reporting, de plus être maître. Honnêtement, c'est pas du tout le cas. Nous, on discute tous les 2 mois avec nos fonds, on est totalement transparent, on discute énormément, ils ont de très bons inputs. Après, quand on prend des décisions, ils les respectent. Ils cherchent pas du tout à nous forcer la main. Et encore une fois, quand ils émettent des suggestions, elles sont souvent très bonnes et donc nous on est ravis de les suivre. Donc honnêtement non, ça n'a pas du tout changé la manière dont on dirigeait la boîte. En tout cas ça n'a fait que l'améliorer parce qu'on bénéficie d'un regard extérieur qui a vu beaucoup de stratégies, beaucoup d'autres entreprises et donc qui apporte un suivi et des ressources très intéressantes. D'accord. Philippe, je reviens un peu sur tes fournisseurs, les grandes boîtes qui te payent finalement. Quand on est Philippe et puis son associé et qu'on arrive face à Engie ou face à La Poste, etc., comment on convainc ces grosses boîtes de nous faire confiance? En fait, je dirais que c'est assez facile. Honnêtement, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup de choses en France, mais du point de vue de l'innovation des startups et la manière dont sont perçues les startups, c'est extrêmement positif. Donc, on a été extrêmement aidés à tous les niveaux. Dès qu'on s'adressait à quelqu'un dans nos entreprises, on les contactait, on ne connaissait pas exactement, c'est pas forcément la bonne personne, mais quasiment tous les gens qu'on a contactés nous ont aidés, nous ont mis en relation avec leurs supérieurs, avec des gens dans leur boîte qui étaient les bons interlocuteurs, qui eux-mêmes nous ont aidés. Alors encore une fois, nous on avait un produit, on ne vendait rien, on vendait que des clients, donc c'était assez connu. Et par ailleurs, on ne demandait pas d'investissement préalable. Donc entre guillemets, les entreprises n'avaient rien à perdre à faire des partenariats avec nous. Mais honnêtement, ça s'est assez bien fait. En contactant des gens via des cold emails ou des cold calls, on a réussi très simplement de fil en aiguille à avoir les bonnes personnes. Alors après, ça prend toujours un peu de temps, il y a toujours un formalisme juridique, etc. auquel on n'était pas habitué aujourd'hui, mais qui est pas non plus insurmontable. Et donc, assez facilement, on est arrivé à faire des partenariats avec des grandes boîtes. D'accord. Il y a un dernier point aussi qu'on a cité, c'est l'évolution de l'équipe. Vous êtes passé de 2 à 200 maintenant, c'est ça? Un peu plus, on est 230, 240 aujourd'hui. Comment on gère les locaux et l'agrandissement? Alors, effectivement, ça a été très problématique. On a fait 4 déménagements en tout, en 2 ans. On est passé d'un salon à un coworking, puis ensuite on a pris les premiers locaux en propre. À chaque fois qu'on a fait un mouvement, on s'est dit que c'était bon, on était tranquille pour les 18 prochains mois. À chaque fois, ça a duré moins de 6 mois. Et donc ça a été un vrai problème. Et les locaux à Paris, c'est très pénible parce qu'il y a des baux, il faut rester normalement 3 ans, des cautions, etc. Donc ça, c'est extrêmement pénible. Nous, la manière dont on l'a solutionné, c'est qu'aujourd'hui, on s'est installé au Cargo, qui est l'incubateur de la mairie de Paris. Et donc, qui a l'immense avantage, d'une part, d'avoir des locaux qui sont très sympas, et par ailleurs, où on n'a pas besoin d'avancer de caution et où il y a une vraie flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut prendre des salles en plus, partir si on a envie. Donc, on est arrivé en 2016, on a pris 3 salles. Aujourd'hui, on a une quinzaine de salles à Paris, et par ailleurs, on a ouvert un deuxième centre à Barcelone de 1500 mètres carrés. Et donc, c'est comme ça qu'on gère. Mais aujourd'hui, ça nous a beaucoup simplifié la
d'avis d'utiliser quelque chose de flexible comme l'incubateur de la mairie de Paris. Mais aujourd'hui, d'autres startups utilisent des coworking parce que c'est beaucoup plus flexible et ça permet de pas se soucier trop des locaux. D'accord. Philippe, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez aujourd'hui pour faire croître PaperNest ? Le meilleur canal marketing, je pense pour toutes les boîtes, c'est le bouche à oreille. Entre guillemets, on n'a jamais on n'est jamais aussi bien servi que par des clients qui sont contents. Et donc, je trouve que c'est le meilleur canal globalement. Donc ça, on l'a mis en place. Il a fallu tweaker pas mal de choses pour s'assurer que l'expérience client soit la meilleure. C'est beaucoup d'investissement dans le produit, dans la tech. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est, je trouve, le plus satisfaisant, c'est quand des clients nous recommandent à d'autres clients. Aujourd'hui, on a un NPS, donc le Net Promoter Score, c'est-à-dire le pourcentage des gens qui nous notent sur la question recommanderiez-vous PaperNest à vos proches ou à vos amis entre 0 et 10, 10 étant la meilleure note. Le NPS, c'est le pourcentage des gens qui nous notent entre 9 et 10, moins le pourcentage des gens qui nous notent entre 0 et 6. Donc on a un NPS qui est aux alentours de 50-60. Donc ça veut dire qu'on a une très très forte adhésion et donc ça permet d'avoir un bon bouche à oreille. D'accord, excellent. Philippe, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelques chiffres sur PaperNest. Sur PaperNest, donc nous, on a eu plus de 200 000 utilisateurs, enfin 200 000 clients même depuis le début de la création. Et un client, c'est quelqu'un qui a pris au moins un contrat pour lequel nous, on a touché une rémunération. On est passé de 2 à un peu plus de 230, 240 collaborateurs en à peine 3 ans et quelques. Et on vient d'ouvrir l'Espagne, sur laquelle aujourd'hui, on a ouvert il y a 6 mois et on fait pas mal de centaines de clients tous les mois désormais en Espagne et ça croît à très grande vitesse. Et donc voilà, en regardant vers l'avenir, c'est une grande campagne de recrutement. On va recruter plus de 190 personnes en 2019 et donc on y travaille beaucoup. Tu doubles tous les ans? À peu près, exactement. Ouais. C'est vrai ça. Et quelles sont les prochaines étapes du coup de la croissance? Oui. Alors les prochaines étapes, c'est continuer à renforcer notre part de marché en France. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de foyers qui déménagent en France et donc on en capte encore une partie significative mais qui pourrait être largement supérieure. On investit beaucoup dans le produit. On va lancer des nouvelles verticales, des nouveaux produits, des nouveaux services qu'on va proposer à nos clients. L'ambition étant de leur permettre de tout gérer sur une seule et unique plateforme. Par ailleurs, on est en train d'accélérer sur l'international. On est en Espagne, ça marche très bien. On est en train de se demander quel sera le prochain pays. Et voilà. Donc c'est ça essentiellement les grands axes de développement de PaperNest en 2019, la croissance, le produit et international. D'accord. Quand vous êtes lancé sur l'Espagne, pourquoi avoir choisi l'Espagne et comment s'est passé le démarrage de ce lancement-là? On a fait une étude de marché. Bon, très concrètement, en France, quand on est une startup française, généralement les options elles sont pas gigantesques. On va soit en Angleterre, soit en Allemagne, soit en Italie, soit en Espagne si on veut rester en Europe. Sinon, on va aux US. C'est un peu ça, voilà. Donc nous, on savait qu'on voulait rester en Europe pour justement, on voulait pas commencer par les US parce qu'on voulait commencer par entre guillemets se faire un peu les dents sur l'international. Quand on l'a jamais fait, ça peut paraître un petit peu difficile. Il y a de la concurrence à l'international? Alors sur ce qu'on fait nous, il y a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Updater qui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qui s'occupe de tous les démarches administratives des clients. On a découvert un petit peu par la suite. Ils étaient cotés à la bourse d'Australie, ils valaient 600 millions, ils font une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc voilà, donc on a un produit qui est similaire au leur et voilà. Après, je pense qu'on est plus avancé d'un point de vue tech au sens où notre produit permet de faire beaucoup plus de choses. Et voilà. Mais après non, il n'y a pas de concurrence réellement. C'est un produit assez neuf et des gens qui s'occupent de manière digitale de l'intégralité des démarches administratives, il y en a très très peu. D'accord. Et donc voilà, donc on a choisi l'Espagne parce que d'une part on voulait créer un deuxième bureau pour pouvoir aussi absorber la croissance. On recrutait beaucoup, donc on voulait créer un deuxième centre de recrutement. Et on avait été très intéressé par Barcelone, parce qu'à Barcelone on peut à terme scaler le bureau pour servir l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Et donc voilà, on s'est dit tant qu'à faire, autant faire l'Espagne en même temps, ce sera plus simple. Tu veux déménager à Barcelone, c'est ça? Alors je veux pas déménager à Barcelone, mais on a ouvert, donc on a à peu près 70 personnes à Barcelone qu'on a recruté en 6 mois et on s'est développé et on va continuer à se développer fortement. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi l'Espagne parce que d'une part c'est un bon marché pour commencer à s'étendre, pour se faire un petit peu la main sur l'international, qui a l'air d'être un gros obstacle quand on l'a jamais fait, mais en fait se fait assez bien. Et par ailleurs parce que ça nous permettait de mutualiser le développement de ce nouveau centre avec l'expansion internationale. D'accord. Sur les effectifs que vous avez, quelle est la plus grande portion? Est-ce que c'est de l'IT ou est-ce que c'est plutôt le support Alors la plus grosse partie, je dirais que à équivalence, c'est le marketing et les opérations. On a beaucoup de ressources marketing. Arriver à cibler les gens lors de leur déménagement, ça demande beaucoup de techniques, beaucoup de data, d'écrire aussi beaucoup de contenu et d'avoir beaucoup de partenaires pour arriver à capter les gens lorsqu'ils déménagent. Et par ailleurs, le deuxième gros pôle, c'est les opérations parce que on a beaucoup de clients, on a des centaines de milliers depuis le début et donc il faut les traiter et il faut s'assurer que concrètement on les traite tous. Ensuite, le troisième pôle, c'est le pôle produit tech qui nous permet à la fois de justement proposer une interface en ligne pour faire l'ensemble des démarches et ça on le voit aujourd'hui, l'expérience client est bien meilleure quand elle est sur le web que quand elle est par téléphone et qui permet aussi d'automatiser pas mal le process. On vient d'avoir en janvier notre tout premier contrat 100% automatisé sans aucune intervention humaine de la souscription en front sur notre site jusqu'à la souscription dans les back-office des fournisseurs. Et voilà, et ça permet aussi de réduire beaucoup les temps de traitement et ça veut dire qu'on peut consacrer plus de temps au client, lui offrir plus de choses. On offre les résiliations par exemple, c'est gratuit chez nous alors que ça coûte 6 € si quelqu'un veut envoyer lui-même le code de résiliation avec de réception. Voilà, et donc plus on arrive à justement
accroître ce côté tech produit, plus on va pouvoir justement être scalable et pouvoir proposer des services intéressants aux clients. Et avec une montée en puissance aussi importante, comment on reste agile? Alors c'est une bonne question. Honnêtement là-dessus, la meilleure réponse, je trouve, c'est simplement en apprenant. J'estime aujourd'hui être un bien meilleur entrepreneur qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais un consultant, je connaissais rien au marketing, je connaissais rien au recrutement, j'avais jamais dirigé d'organisation et j'avais jamais scalé d'organisation non plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup échangé avec des différents CEO en France, j'ai beaucoup lu, on s'est beaucoup fait conseiller, on a beaucoup appris aussi avec, et ça c'est très important, avec les personnes qu'on a recrutées, qui nous ont appris, qui viennent d'autres boîtes généralement, nécessairement, et qui donc peuvent aussi beaucoup nous apprendre. Et donc avec ce mix-là, entre guillemets, je pense qu'on arrive à construire des organisations qui sont bien meilleures. Et nous, on a vraiment un petit peu au cœur de notre culture d'avoir un petit peu les mains dans le cambouis. On insiste pour que les gens soient lean, pour qu'ils itèrent tout le temps. Et donc ça veut dire que la vitesse est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc on le demande à toutes les personnes qui vont nous rejoindre d'adhérer à cette culture. Ça peut ne pas convenir à certaines personnes pour de bonnes raisons, mais c'est parce que c'est notre culture. Et donc en recrutant les bonnes personnes et en mettant en place les bonnes organisations, on reste, je pense, agile. D'accord, excellent. Philippe, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours et comment tu as fait pour rebondir? Alors, on n'a pas eu d'énormes coups durs. On a eu cette chance et je pense qu'il faut vraiment le noter, c'est vraiment une chance. On n'a pas eu d'énormes coups durs au cours de l'histoire de PaperNest. Je dirais que ce qui a été le plus dur, c'est le tout début. C'était vraiment cette période de test où on voulait justement proposer notre proposition de valeur, on voulait s'assurer qu'on arrivait à bien servir nos clients et on a eu très peu de clients pendant les 3 premiers mois. Et donc ça, c'était vraiment déprimant. On avait personne jusqu'au jour où il y a vraiment eu l'étincelle, là, ça a explosé. Et ça, c'était une période à la fois très dure mais très satisfaisante une fois qu'on a réussi un petit peu à craquer le problème. A contrario, quel a été ton plus beau moment? Le plus beau moment, je pense que c'était l'année dernière quand on a officialisé le lancement de l'Espagne. On a fait une cérémonie où justement on avait toutes les équipes qui avaient participé au lancement de l'Espagne. Les équipes ont présenté un petit peu tous les efforts et tout ce qu'ils avaient mis en place pour lancer l'Espagne. Et c'est là où vraiment j'ai été hyper fier de travailler aux côtés des gens qu'on avait réussi à recruter et de voir qu'en 3 mois à peine on avait réussi à lancer l'international grâce justement à la qualité de toutes les équipes. Et donc c'était un vrai travail d'équipe parce que c'était vraiment quelque chose qui était hyper transverse. Et donc voir tout le monde rassemblé autour de ce moment fort qui était le lancement du premier pays et du premier client international. C'était un petit peu pas l'aboutissement de la vision parce que la vision elle est très loin d'être aboutie. On a beaucoup d'ambition et on n'en est qu'un tout petit, on a parcouru un tout petit bout du chemin. Mais entre guillemets l'international c'est quand même quelque chose de fort dans la vie de toutes les boîtes et donc voir tout le monde rassemblé pour célébrer tout ce qui avait été fait ensemble, ça a été un super moment. Excellent. Philippe, c'est le moment de l'interview top 5, le livre que tu recommandes. Pour les entrepreneurs, je recommanderais, alors c'est un livre en anglais, donc The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz. Ben Horowitz, il a travaillé avec Marc Andreessen sur Netscape et ensuite il a créé sa propre boîte. Maintenant il est VC aux États-Unis et c'est un livre qui montre un petit peu l'envers du décor et la manière dont lui est passé par beaucoup de coups durs et a réussi à créer des boîtes contre vents et marées et comment il a réussi à recruter et comment aussi il a géré des choses qui sont assez pénibles. Aujourd'hui on voit beaucoup sur Medium, sur Facebook, de posts, d'entreprises, etc. Il y a énormément de bullshit là-dedans parce que, entre guillemets, les gens qui écrivent ça le font parce que soit c'est leur métier, etc., soit ils veulent se faire de la pub eux-mêmes. Et donc, c'est très difficile de voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Là, l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il montre les deux versants et je trouve que ça donne des informations beaucoup plus intéressantes que de l'autopromotion pure et simple. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Alors, je vais pas être très original. J'ai toujours été un fan inconditionnel d'Elon Musk depuis au moins une dizaine d'années. Je suis beaucoup tout ce qui est conquête spatiale, donc j'avais très rapidement vu quand il a commencé à prendre les investissements et ensuite les rênes dans SpaceX. Alors, je suis fan de Elon Musk, mais c'est pas très original, mais pour des raisons très simples. La première raison, c'est que il adresse des problèmes qui, je trouve, sont beaucoup plus importants que ce que peuvent faire des entreprises comme Snapchat ou Facebook. Enfin, très honnêtement, la voiture électrique ou réduire le coût pour aller dans l'espace, ça me semble être 2 problèmes et 2 aventures extrêmement intéressantes pour l'humanité dans son ensemble. Par ailleurs, parce que c'est des problèmes extrêmement compliqués, tout le monde s'est fichu de lui quand il s'est lancé et personne n'imagine une seule seconde qu'il réussisse. Donc, il a vraiment réussi contre vents et marées. Et 3, parce que dans l'entrepreneuriat, et ça, faut quand même avoir bien conscience, il y a une vraie notion de chance. Il y a plein de gens qui sont très brillants, qui font tout comme il faut et ils n'ont pas eu la bonne idée, c'est pas le bon product market fit, etc. Et pour réussir, il faut beaucoup travailler, il faut faire les choses bien, mais il faut aussi avoir un peu de chance. Lui, on peut vraiment dire que c'est pas la chance qui fait qu'il a réussi parce qu'il a lancé Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla, etc., etc. Donc moi, je suis vraiment admiratif malgré toutes les phrases qu'il a pu avoir récemment. Je suis vraiment admiratif de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue à faire. Ton outil en ligne préféré? Mon outil en ligne préféré, alors c'est plus après PaperNest. Après PaperNest, bien sûr. C'est plus du détail, mais un truc qui m'a pas mal aidé récemment, c'est Mixmax.
max. Moi, je prends beaucoup de rendez-vous avec des gens en externe où j'ai beaucoup de gens qui me demandent de prendre des rendez-vous avec moi. Et donc, c'est un outil qui permet en 2 secondes de donner des disponibilités. C'est vraiment très très bien fait. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'on peut voir comme Calendly ou ce genre de trucs. Ça va pas changer la vie, mais ça m'a un petit peu aidé et c'est gratuit, donc je le conseille. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Alors, encore une fois, pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, c'est le conseil classique, juste faut qu'il se lance. L'entrepreneuriat, au début, quand moi je me suis lancé, ça me paraissait une montagne. Et après, ce que je vais dire, c'est pas très original, mais c'est vrai, c'est entre guillemets, chaque montagne, la manière de l'aborder, c'est d'y aller étape par étape. Il faut juste écrire tout ce qu'on doit faire une roadmap et se dire, ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Et à la fin, ce qui paraissait complètement insurmontable, paraît finalement tout à fait faisable. Une fois qu'on l'a fait, faut se lancer, faut pas hésiter. Et entre guillemets, aujourd'hui, il y a énormément de choses. Enfin, ce qu'on peut perdre, je pense, c'est 1 ou 2 ans de sa vie. 1 ou 2 ans de sa vie. Si ça marche pas, on arrête. Ça implique effectivement quand même d'avoir quelques ressources. Je pense que tout le monde peut faire ça. Mais globalement, je pense que le risque est relativement faible par rapport à l'expérience que ça prodigue, les apprentissages qu'on a lorsqu'on crée ça. Donc aujourd'hui, je conseille effectivement aux gens de se lancer. Si ça leur convient, entre guillemets, il faut pas non plus. Il y a une surenchère là-dessus. Tout le monde n'est pas destiné à être entrepreneur. Et heureusement, entre guillemets, parce que il faut tout pour pouvoir travailler. Que tu puisses recruter. Exactement. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service? Je vais dire, c'est un investissement en termes de temps, tout simplement, c'est le temps qui est consacré au recrutement. À la fin, une entreprise, c'est des gens qui travaillent ensemble, qui réalisent un projet, qui discutent et qui agissent ensemble. Donc le fait de recruter les bonnes personnes, ça a été clé, parce que les bonnes personnes permettent d'une part de craquer les problèmes qu'on a sur le moment, et ensuite de scaler les organisations, parce que il faut recruter des managers qui vont pouvoir soit croître avec la boîte et recruter d'autres personnes dans leurs équipes pour pouvoir aller de plus en plus vite. Ça, c'est vraiment hyper important et c'est classique, mais ça reste très vrai. Recruter les bonnes personnes, 50% du succès d'une boîte. Comment on sent que c'est la bonne personne, justement? Alors, il n'y a pas le chose entre guillemets, moi je n'avais jamais recruté réellement avant. Donc ce que j'ai fait, parce que je connaissais rien, c'est que j'ai humblement demandé des conseils là-dessus. Donc, j'ai lu le bouquin qui est assez réputé, que pas les gens connaissent en France, qui s'appelle Who, The Method to Hire A Players, qui donne plein de conseils très concrets que je conseille. Et ensuite, concrètement, il faut juste savoir quelles questions on veut poser pour arriver à savoir. Il faut d'abord savoir quel type de profil on veut avoir, à quel poste, détailler précisément le poste que la personne va remplir, mettre en place des exercices et des questions qui vont permettre de tester si la personne justement a les capacités pour remplir ce poste. Et ensuite, pareil, il faut tester, il faut faire des mises en situation ou des tests pour voir si la personne correspond à la culture de la boîte. Ça, c'est hyper important pour être sûr qu'elle s'y plaise. Et ensuite, nous, ce qu'on fait aussi systématiquement, c'est qu'on appelle les personnes qui ont travaillé avec les candidats avant. Et ça, on apprend beaucoup de choses. Je conseille beaucoup, c'est assez peu fait in fine, mais je trouve que c'est crucial. On le fait pour tous les collaborateurs. Chaque collaborateur nous donne les coordonnées de ses anciens boss ou collaborateurs et on les appelle pour voir comment cette personne performait, se comportait 6 mois, 1 an avant. D'accord. Philippe, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, ils peuvent nous suivre sur Twitter, donc PaperNest App. Alors, je crois que j'ai un compte Twitter aussi, mais j'utilise assez peu, donc ils peuvent me suivre dessus. Je vais essayer d'être plus assidu. Et sinon, ils peuvent me suivre sur LinkedIn, où j'essaie de répondre au maximum aux demandes. Voilà. Merci Philippe, à bientôt. Un grand merci. Merci encore à Philippe pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/23, le chiffre 23. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur en vous.